un germain en lait. Là, il pouvait faire pratiquer la chasse. D'où sort-il que maintenant votre président, lui, il l'est caché? Votre président qui travaille pour vous, lui, il ne vous dit pas ce qu'il est en train de faire. Comment c'est possible? C'est-à-dire, mettez les cœurs pour la bêtise de Paul Biya, s'il vous plaît, encouragez cette bêtise. Parce que vraiment, quand vous avez des freigneux, il faut vraiment, faut qu'ils aillent encore plus loin dans la freigneuserie. Voilà quelqu'un qui travaille pour les Camerounais depuis 1 mois et 3 jours. Mais il ne dit pas aux Camerounais ce qu'il est en train de faire et il ne leur montre même pas où il se trouve. Les Camerounais s'inquiètent et pensent qu'il est mort. Il ne leur dit pas me voici pour les rassurer. Il préfère la version dure, la version difficile où 5 ministres viennent écrire des communiqués sans unité, des communiqués qui n'informent sur rien et qui prouvent plutôt qu'il est mal en point. Tu travailles pour ton pays mais tu es à l'étranger. Et en même temps on nous dit qu'il est panafricain. C'est-à-dire, la succession de délires, la succession de bêtises, c'est quelque chose. Il est panafricain, mais il travaille à Genève. Rentre à la maison. Si tu n'es pas malade, tant mieux. Rentre à la maison, mais va travailler à Yaoundé. Il y a quoi à Genève dans ton bureau là que tu ne pouvais pas faire à Yaoundé? Qu'est-ce que tu fais à Genève depuis 1 mois? Aucun président dans le monde n'a travaillé 1 mois dans un autre pays en 2024, sauf Paul Biya. Mais curieusement, le Cameroun n'est pas la première puissance économique mondiale. Le Cameroun aurait dû être la première puissance économique mondiale, vu que Paul Biya travaille plus que tous les autres. Emmanuel Macron travaille en France. Joe Biden travaille aux États-Unis. Je vous signale que Joe Biden devait aller en Allemagne cette semaine. Mais à cause de l'ouragan qui a eu lieu et qui a frappé la côte est des États-Unis, la Floride, Joe Biden a annulé son voyage. Il n'est pas parti en Allemagne parce qu'il travaille pour les Américains. Et donc, pour aider les Américains à continuer de se battre, il est resté. Je fais quoi à l'extérieur, mon ami? Je suis privé, non? Tu demandes à un individu privé ce qu'il fait à l'extérieur. Ok, tu es terrible. Pourquoi vous êtes bête comme ça, comme la fourrure du poisson rouge? Moi, je suis privé, je n'ai de compte à rendre à personne, je suis un individu. Est-ce que tu me payes l'impôt? On dit que vous êtes bête, et quand on essaye de se dire que peut-être qu'on exagère, que c'est pas bien d'insulter, on se rend compte que c'est plus une insulte, c'est un constat. Tu demandes à un particulier qui n'a de compte à rendre à personne, qui vit sa vie, pour qu'il ne rende. Tu le compares à un président qui, lui, a l'obligation de rendre compte, vu qu'il est président, dépositaire de la chose publique, et que c'est lui qui perçoit l'impôt. Est-ce que tu m'as vu demander je sais pas, quel particulier là, je sais pas. Et est-ce que tu m'as vu demander à un particulier camerounais de rentrer au Cameroun? Je n'ai aucun droit de lui demander ça. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un, on est libre d'aller où on veut quand on est un citoyen lambda, mais on n'est pas libre d'aller où on veut quand on est président de la République. Ah non, il y a des devoirs du président de la République. Si tu ne savais pas, je te l'informe. J'ai commencé ce live en disant que le président de la République n'a pas de vie privée. C'est pour ça qu'il doit communiquer sur sa santé. Le président de la République ne peut pas aller rester des mois à l'étranger. Il a l'obligation de rendre compte à son peuple. C'est pour ça que personne ne fait ça au Cameroun, à part Paul Biya. Parce que dans ton pays, c'est la médiocrité qui règne. Et comme la médiocrité règne et que vous êtes habitué à ça, ça vous pose problème quand on essaie de rétablir la logique. Pour vous, les choses doivent rester médiocres. Pour vous, le président de la République qui prend l'argent de vos impôts doit pouvoir se payer le luxe de rester en diaspora des semaines, des mois, sans qu'on interroge pourquoi il est là-bas. Dans les autres pays où on interroge, les gens là-bas sont fous. Eux, ce sont des idiots qui, eux, interrogent. Les autres pays où le président répond et rend compte, et ils sont fous. C'est au Cameroun, le super pays où le président, le demi-dieu, ne doit pas rendre compte. Tu viens demander un particulier. Mais dans ce cas, je te demande aussi, tu fais quoi dans mon live? Tu fais quoi? Tu veux mettre au Cameroun et je te demande que, mais qu'est-ce que tu fais, Yassang Mélima? Pourquoi tu ne parles pas Ngaoundéré? Donc juste comme ça, par caprice, on te dit que, mais pourquoi tu restes au sud? Va aussi dans le nord. Tu vas me dire que, mais je vais dans le nord, pourquoi? J'ai qui là-bas? Donc, si tu n'as aucun compte à te rendre, si on n'a aucun compte à te rendre, si tu n'as aucun compte à rendre, personne n'a aussi de compte à te rendre sur sa vie privée. Elle a quoi, ma voix, cher First? Ma voix, elle est très belle, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ma voix, elle résonne très bien. Elle est faite pour... Alors, Mayon a dit sur une chaîne de télé que la santé du chef de l'État doit rester confidentielle.
Mais Meillon, après le colloque du chantalisme, il s'est perdu totalement. Le même Meillon, face à Famandongo en 2011, disait « Le temps des pharaons est fini ». Le pharaon, c'est quoi? C'était le seigneur absolu, le suzerain de l'Égypte antique. Il détenait tous les pouvoirs, il pouvait punir ses sujets quand il en avait envie. Donc, oui, c'est attendant, j'ai en image, chef. Donc, Meillon, il y a eu le colloque du chantalisme où il a reçu l'onction suprême, un peu comme Paul sur le chemin de Damas qui s'est converti au christianisme et est devenu l'un des principaux apôtres de Jésus. Monsieur Onanguini a reçu l'onction suprême. En fait, ses yeux se sont ouverts. Il était dans l'erreur comme Jean de Dieu Momo. Ou bien Momos, le dieu des bouffons. Je vous ai dit que Momos, dans la mythologie grecque, c'est le dieu des bouffons. Et c'est même pas une caricature. Le dieu des bouffons, le fils de Hypnos et de Thanatos. Thanatos, le dieu de la mort. Hypnos, le dieu du sommeil. Leur frère, c'est... ils sont jumeaux, mais ils ont un autre frère qui s'appelle Momos, dieu de la bouffonnerie. Et on a quelqu'un comme ça au Cameroun, Momos. Genre de dieu Momos. Donc, Onanguini a connu la même ascension, le même parcours spirituel que Momos. C'est-à-dire, il est devenu, il s'est converti, il a reçu l'onction suprême à la faveur d'un colloque chantalique. Il s'est rendu compte que Paul Biya était soudain un bon pharaon, un bon dirigeant, et que sa santé doit rester secrète. Ceux qui disent que Charles III, les Anglais qui demandaient la santé de Charles III sont des idiots. Charles III lui-même est un idiot de leur avoir dit que il est malade et que ça va. Le gouvernement anglais, c'est des idiots qui ont communiqué qu'il était à la Clinic of London, à la London Clinic. Eux, c'est des idiots. C'est Paul Biya qui est instruit et qui, voilà, c'est lui le génie qui, respecte les conventions royales à ne pas divulguer son état de santé à son peuple. Donc tu me parles de Onanguini, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est dans son rôle, et en plus maintenant il est nommé vice-recteur. Qu'est-ce que tu veux? Il est nommé vice-recteur, donc il mange bien. C'est voilà, quand tu penses par la panse, parce que tu te récompenses, bah tu danses, tout simplement. Donc, les contrôles orientés donc, de Monsieur Onanguini et Vandayolo nous amènent donc ici sur la seule conclusion que nous disons depuis le début, à savoir Paul Biya est gravement malade et hospitalisé à l'hôpital, comme vous l'avez entendu depuis le début de la semaine. Et ce n'est pas... Enfin, je pense que j'ai fini en train de vous demander... j'ai fini l'exposition que je vous ai dite quand je disais... que c'est totalement absurde et ubuesque de nous parler d'un panafricain qui se fait soigner à Genève, se fait soigner à Paris, passe 1 mois et demi, ou même travaille, supposons qu'il travaille à Genève, alors qu'il y a des bureaux, alors que ces bureaux sont au Cameroun. Je ne sais pas quelle est la présidence de la République de Genève, c'est où? Il n'est pas là-bas. Quand il est à Genève, il est à l'Intercontinental. Or, l'Intercontinental n'a pas vu Paul Biya là-bas. Il n'est même pas trop disposé à le recevoir ces temps-ci. Et quand il le reçoit, les gens sont informés. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens qui font la traque de l'Intercontinental à Genève. Vous pensez que Paul Biya pouvait y entrer là-bas sans que les gens ne soient au courant? Impossible. Laissez tomber. Il est tellement lent, il marche tellement lentement que on n'a même pas le temps de l'amener incognito. Et même si on l'avait amené incognito, justement, le fait de l'amener incognito, les mouvements allaient faire qu'on allait comprendre que c'est Paul Biya. Il y a des gens qui font la veille là-bas. Laissez tomber. L'Intercontinental à Genève n'a pas de barrière à proprement parler. Il n'y a pas de clôture. C'est au bord de la route. En Suisse, dans les pays germaniques, vos délires de royauté, là, ça n'existe pas. Les bâtiments publics sont au bord de la route. Tu peux y accéder comme tu veux, quand tu veux. J'ai publié une photo à l'Intercontinental de Genève sur mon mur hier, où je suis adossé aux parois du mur d'entrée. Donc, si Paul Biya était là-bas, croyez-moi que ça se saurait depuis longtemps. Il n'est pas là-bas. Il n'est absolument pas là-bas. C'est-à-dire, ne perdez pas votre temps. C'est une feinte absurde d'un Vandayolo qui veut orienter vos esprits vers autre chose. Il vous dit Genève, mais il ne vous dit pas exactement Genève où. Quand vous irez à l'Intercontinental, on va dire il n'est pas là-bas. Mais comme son communiqué est censé faire foi, parce que c'est le cabinet, le DCC, ils adorent écrire ce genre de gros mots, le DCC, ils sont contents. Ça marche avec les esprits faibles. Dans les fables de La Fontaine, c'est ce que le renard dit au corbeau. Mon cher ami, tout flatteur, mon bon monsieur, tout flatteur vit aux dépens. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu écoutes un menteur, bah tu seras dedans. Et en parlant de mensonges, à votre avis, est-ce que c'est le premier mensonge dans lequel ils vous ont embarqué?
Est-ce que c'est le premier mensonge dans lequel il vous a embarqué? Il est malade, ce cher Paul Biya. Ce n'est pas le premier mensonge dans lequel vous embarquez, on va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On a des éléments sur lesquels, pour vous rassurer que ce qu'on dit depuis le début, c'est la vérité, on s'appuie sur des faits qui vous permettent vous-même de réaliser. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la 79e Assemblée Générale de l'ONU. Elle commençait, c'était du 20 au 30 septembre. Il y avait 87 chefs d'État invités. Est-ce que Paul Biya refuse les grands milieux comme ça, où il peut rencontrer les grands de ce monde? Il serait parti. Il n'est pas parti. Il y avait le Forum économique de Hambourg. Il n'est pas parti. Il y avait le 19e sommet de la francophonie du 4 et 5 octobre. Il n'est pas parti. Une seule raison pour laquelle il n'est pas parti, il est malade. Il est malade. Tu carbures quoi pour être aussi cohérent comme ça? C'est le Ngrimba le père. En fait, la cohérence vient de la recherche de la vérité. C'est tout simplement. On ne vient pas faire sensation, on ne fait pas... Non, non, non. On est dans la vérité, on recherche. Donc, oui. ACB te dit ici, bienvenue à la veillée sans corps de Biya. En tout cas, s'il est en vie, tant mieux. Ça veut dire, en tout cas, c'est une veillée en son honneur. On va en organiser beaucoup. S'il est en vie, on ne souhaite pas le voir mourir. Mais s'il meurt, on ne souhaite pas que le Cameroun soit rédigé par un président mort. Et voilà. En tout cas, dans l'état où il est actuellement, normalement, c'est ce que je peux déjà vous dire. La vacance, elle est actée, elle est même actée depuis 4 ans et demi, depuis 5 ans. Depuis ces phrases qu'on a commencé à voir que le cerveau, ça ne tient plus. Mais maintenant, là, c'est plus que jamais acté. C'est-à-dire, même si on arrive à le remettre dans l'avion, il arrive à Yaoundé, l'état dans lequel, déjà, on va vous empêcher de le voir. On va filmer le haut. L'état dans lequel il va revenir là ne permet pas de dire j'ai le Cameroun. Cet homme n'arrivera pas en 2025 en état de gouverner quoi que ce soit s'il arrive jusqu'en 2025. Et je dis ça sans dire que je vais vivre jusqu'en 2025. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui espèrent que moi-même je meurs avant 2025 pour qu'ils disent que voilà, n'est-ce qu'il insultait le chef de l'État, le voilà qui est mort. Non, 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 non. On s'en fout de votre chef de l'État. On est en train de dire que dans l'état où il est normalement, en 2025 ça va être un peu chaud qu'il arrive jusque-là. Ça va être un peu compliqué qu'il arrive, voilà, en un seul morceau en 2025, vu déjà l'état dans lequel il est aujourd'hui. Vous avez oublié que 2025, c'est dans un an. C'est dans un an, c'est-à-dire c'est octobre 2025, c'est dans un an. Dans son état actuel à 92 ans, vous imaginez comme il sera à 91 ans. Vous imaginez comme il sera à 92 ans et demi, 92 ans et littéralement quoi... oui, 92 ans et des poussières... Ce sera extrême. Donc, le RDPC gagnerait. Il a cherché déjà un candidat que nous, on va challenger sur le programme de gouvernance. Mais bon, hormis ça même, dans un pays fonctionnellement fonctionnel, permettez-moi la tautologie, Paul Biya ne devrait plus être président. Bon, c'est ça les différentes problématiques. Et comme on est cohérent parce qu'on cherche la vérité. Je vois monsieur... Jobber qui dit on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Lincoln, oui. Le président est un ancêtre. Repos. Oui, Abraham Lincoln le dit. Abraham Lincoln à l'époque, tu sais, c'est le président américain c'est lui qui a dit cette phrase-là. C'est le 16e président américain. Il est président de 60 jusqu'à son assassinat en 1965. Il a mis fin à l'esclavage justement avec le 13e amendement. De 1963 qui met fin à l'esclavage. Plus tard, on va voir le 14e amendement qui donne le droit de vote à tous les citoyens. Qui donne la nationalité à tous les citoyens nés sur le sol américain, sans distinction de race. Et ensuite, dans les années ultérieures, on aura le 15e amendement qui permet justement le droit de vote. Mais ça interviendra plus tard, beaucoup plus tard. Bref, Abraham Lincoln, dont il se rend compte que les esclaves, ça ne peut pas continuer, on ne peut pas éternellement bâtir son économie sur l'esclavage. Un jour, les esclaves vont se révolter et ça peut finir mal pour nous. Donc il se dit, il vaut mieux leur donner la liberté, il vaut mieux leur donner les droits, parce que, c'est-à-dire, tôt ou tard, ça peut se retourner vraiment contre le système que nous avons mis en place. On doit bâtir notre économie sur un autre modèle de financement. Ses amis du Sud ne veulent pas, ce qu'on appelle les États confédérés, et ils ne veulent pas parce que eux, leur économie est basée sur la pratique de l'esclavage. Leur économie est basée sur l'esclavage grandeur nature.
et abolir l'esclavage serait leur couper l'herbe sous le pied. Abraham Lincoln leur fait donc comprendre que non, on ne peut pas éternellement continuer à marcher sur ces gens. On peut tromper un peuple une partie du temps, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et c'est pour ça donc qu'il pousse à l'abolition de l'esclavage, de la guerre de sécession qui va sinistrer les États-Unis dans ces années-là, jusqu'à ce que les États du Nord finissent par l'emporter face au groupe des Confédérés du Sud de Jefferson Davis. C'était un peu ce qui animait Abraham Lincoln. Et c'est ce qu'un Vandayolo, c'est à se demander si ces gens-là, c'est des grands docteurs, c'est des intellectuels, mais tu te dis, mais ils s'informent, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont appris, enfin, je ne sais même pas quoi dire. C'est des choses qu'ils sont censés savoir pour tirer des leçons et éviter de se ridiculiser à faire des bêtises. Mais quand tu les vois, on dirait des nouveaux-nés qu'on a pris, on a mis sur la place publique comme ça par surprise. C'est-à-dire, ils agissent comme si l'histoire commençait avec eux, comme s'ils n'ont aucune référence passée sur laquelle s'appuyer pour réaliser que mince, là, on ne doit pas faire de bêtises. Si Paul Biya n'est pas allé à tous ces sommets, disais-je, c'est parce qu'il est gravement malade. Donc, et s'il n'est pas gravement malade, donc comme Vandayolo le dit, il pouvait aller visiter, comme j'ai dit, la Chine, puisque c'est quelqu'un qui aime les BRICS, mais il n'est pas allé. Il pouvait aller au Cameroun visiter le site de Bimbia. J'ai parlé du site de Bimbia dans un live que j'ai fait il y a 2 jours. Le site de Bimbia qui est un site où on amenait les esclaves. 10% du commerce des esclaves se passait à travers le site de Bimbia au Cameroun, non loin de Limbe, dans la localité de Dikolo. Dans l'agglomération, si vous voulez, de Bimbia. C'est-à-dire, il pouvait y aller là-bas. Il pouvait aller au Sénégal, là où les Français ont massacré les combattants à Tiaroy le 1er décembre 1944, alors qu'ils réclamaient justement qu'on les paye parce qu'ils avaient aidé justement la France à vaincre Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu ici là célébrer le débarquement en Provence. Il aurait pu, s'il a trop de temps à perdre et s'il travaille, il aurait pu travailler pour l'Afrique et faire ça. Raviver l'histoire de l'Afrique, le site de Bimbia au pays. Il n'y a jamais mis les pieds. Je me demande même s'il sait que le site de Bimbia existe. Or, le site de Bimbia actuellement, l'UNESCO regarde le site de Bimbia pour en faire l'un des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Paul Biya aurait pu appuyer, c'est ça qu'on appelle le soft power, la diplomatie souple, venir draguer les instances internationales pour que le Cameroun ait un monument historique qui peut encore nous faire des rentrées de devises avec les gens qui viennent visiter depuis les 4 coins du monde. Non, il n'a jamais mis pied à Bimbia, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas le lac Léman là-bas, lui le panafricain. Vous êtes tellement débiles et vous voulez nous prendre pour des débiles, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire, c'est compliqué d'être un billetiste. À un moment donné, j'ai pitié de vous. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Parce que ce que vous défendez d'un misérabilisme, quelqu'un se fout de votre pays. Il se fout de votre pays, mais vous, c'est vous qui le défendez, c'est vous qui un légume plus mort que vif. C'est-à-dire, il est décédé, frère, il est décédé depuis 4 ans, depuis 5 ans, Paul Biya. Là, on avait quelqu'un qui avait des soubresauts, mais là, on a franchi une étape supplémentaire, donc... c'est la vacance du pouvoir. Ils vont essayer de cacher son état, mais le temps, c'est-à-dire, nous sommes le maître des horloges. C'est le temps qui va, justement, d'ici la fin de ce mois, vous vivrez de belles choses d'ici la fin de ce mois. Bref, il aurait pu aller à Kombe. Il y a eu une tragédie à Sangbélima. Est-ce que vous avez eu un document signé Paul Biya qui commémore justement la tragédie, qui déplore la tragédie de Kombe à Sangbélima? Quel est ce président-là? Dites-moi un peu. Quel est ce président-là qui... C'est terrible. Quel est ce président-là qui il y a une tragédie dans son pays? Regardez un peu, et là je m'adresse aux billettistes proprement. Je vais vous donner l'illustration de votre stupidité, et vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot stupidité depuis. Ce n'est pas une insulte. Joe Biden devait aller en Allemagne. Il y a un ouragan actuellement qui frappe la Floride. Il s'appelle Milton, quelque chose comme ça, un ouragan très puissant qui intervient une semaine après un premier ouragan qui avait déjà causé 230 morts dans le pays. Joe Biden a décidé de supprimer son voyage en Allemagne pour être aux côtés de ses populations. Ok, maintenant il y a eu une tragédie à Sangbélima, chez Paul Biya.
Lui, il est à Genève en séjour privé selon René Sadi. Il y a une tragédie à Combé. Il s'en fout. Il ne rentre pas au pays. N'importe quel président d'un pays normal prenait l'avion et rentrait barbare au pays pour aller à Combé, s'enquérir de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour bousculer tous ceux qui ont volé sur l'argent des autoroutes et tout, pour finir au moins l'autoroute des Douala et voir comment on peut enchaîner l'autoroute de Sangbélima. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire a en 2024, 380 km d'autoroute. Le Cameroun n'a aucune autoroute normale. Et si tu prends les tronçons que vous appelez autoroutes en effectif cumulé, tu as 110 km au Cameroun. Répartis ça et là, l'autoroute Yaoundé-Simalé, enfin on appelle ça autoroute. Vous êtes trop fort. Donc la route entre la ville et l'aéroport, là, vous avez appelé ça autoroute. Parce que c'est à voie large. Ok, on vous donne ça, c'est l'autoroute. Je n'ai pas envie de rigoler ici, j'ai pas de temps à perdre. Ok, c'est l'autoroute. Le truc, le tronçon Crémy-Lolabé, là, vous avez appelé ça autoroute. Ok, disons que c'est l'autoroute. Les 60 km Yaoundé-Douala, c'est l'autoroute. Ça fait donc, quand vous additionnez le taux, vous avez environ 110 km. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, eux, ils ont des autoroutes finies, dont le réseau est déjà de 380, donc 4 fois, près de 4 fois plus. On peut arrondir à 400 km. 4 fois plus que le réseau autoroutier du Cameroun. Pour un pays qui est plus petit, la Côte d'Ivoire fait 322 000 km². Le Cameroun fait 475 000 km². Et le réseau autoroutier de la Côte d'Ivoire est quand même plus dense que le réseau autoroutier de votre pays. C'est la honte. En fait, Paul Biya aurait donc dû venir au Cameroun et essayer de remédier à ça. S'il était bien portant, vivant, travaillant à Genève, tu fais quel travail qui dépasse la vie de tes concitoyens? Bon, cher biaïste, vous-même, regardez vous-même ce que je viens de vous présenter. Le président américain dans un pays normal reste auprès de ses concitoyens. Votre président, qui est votre père, votre patriarche, il faut le protéger. Vous mettez même Dieu dedans. Les sorciers mettent toujours Dieu dedans. Si vous voulez reconnaître un démon, regardez la fréquence avec laquelle il met Dieu dans ses phrases. C'est à ça qu'on les reconnaît. Il n'y a pas de plus religieux que Lucifer. C'est lui, mais est-ce qu'on n'a pas vu à Tanganji à l'église avec les bibles et quand tu le vois, est-ce que tu as l'impression que c'est un bandit notoire, 3 fois repris de justice et qui emprisonne, qui incarcère et qui assassine ses concitoyens au quotidien, qu'il éprouve de liberté, qu'il les laisse mourir de choléra en prison? Est-ce que quand tu le vois à l'église, là, tu as l'impression de voir un individu innocent, aimant, tout le tralala? Quand tu vois le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Rona, est-ce que tu as une idée de la paix? Est-ce que quand tu le vois à l'église, là, est-ce que tu imagines la perfidie de l'individu? Quand tu vois Jacques Famandomo et son tribalisme, là, qui a marqué en grosses lettres sur le front, même lui va à l'église, et que celui qui prononce le plus le nom de Dieu, c'est Lucifer en personne. Dieu est son obsession. Donc, c'est pas un patriarche, Dieu, machin, Dieu l'a mis là, Dieu l'a mis... Mais il s'en fout de vous, vous mourrez Yakombe. C'est pas son problème. Est-ce que Brenda est morte là? Est-ce que Brenda est mort là-bas? Brenda n'est pas mort là-bas, donc il s'en fout. La vie continue. Il ne vient pas. Mais dans les autres pays que vous insultez, les États-Unis c'est qui? La France c'est qui? Là-bas le président se déplace. Vous préférez quoi? Un pays où le président vient vous rendre visite après un sinistre, ou un pays où le président s'en fout royalement? Donc, regardez vous-même votre bêtise, regardez vous-même, c'est-à-dire l'incohérence de vos actes. Normalement, un biaïste doit s'asseoir, faire un examen de conscience et se dire, madre mia, je suis dans quoi, on m'a embarqué dans quoi comme ça, c'est pas cohérent. Il vous empêche même de questionner sa santé. Si j'apprends que Kamto est malade, je serai le premier à l'appeler pour me rassurer que Brenda c'est une fille, on dit morte et non mort, chef. Je répète, mort. M-O-R-T. Si tu n'as pas compris, demande aux voisins, on va t'expliquer en commentaire. Et maintenant, je peux continuer mon live. Donc voilà, il n'est pas venu. C'est-à-dire, quand on va finir l'autoroute, il y a un réseau entre Grand Bassam et Assini. En Côte d'Ivoire, là, qu'on va finir en 2025, le réseau autoroutier sera porté à 432 km. Vous en êtes où, au fait, avec Yaoundé Douala? Vous, je sais pas, l'argent, vous avez fini par débloquer l'argent ou on en est où à ce niveau-là, en fait, l'argent est à quel niveau? Sur un terrain plus petit que le Cameroun, un réseau d'autoroutes plus dense. Merci, chef. Brenda, c'est le fils de Paul Biya. Je sais pas pourquoi il voulait que je dise morte.
C'est le fils de Paul Biya. Il est, enfin, si je dois dire mort, Brenda, bah, c'est masculin. Je ne comprends pas le problème. Tout le monde me demande ça depuis là, que il, pourquoi il, mais le fils de Paul Biya, je dois dire elle. C'est dingue. Donc, maintenant, venons-en au mensonge de Vandayolo. Vous qui croyez au délire de hôpital Genève, machin. Monsieur Vandayolo, en tout cas, tout le gang de malfrats de Yaoundé vous ont menti sur Transparency International. Notez les mensonges. Hein. Ils vous ont menti sur Transparency International. Ils vous ont menti les yeux dans les yeux. C'est-à-dire les yeux dans les yeux. Les élections se sont déroulées. Ils avaient besoin d'une légitimité internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des... Comment on les appelle? Vous savez, les gens là qui sont persuadés qu'ils ont raté leur vie et qui sont en dépression, vous les trouvez là avec des petites bouteilles de cognac qui est resté dans les tiroirs, qu'ils ont ramassé des restes de cognac qu'ils ont ramassé dans les poubelles, ils sont assis là sous les ponts à Paris, à Berlin, à Bruxelles. C'est ceux-là que Atanganji allait prendre, il a dit, les gars, je vais vous redonner une seconde, j'ai besoin de vous, venez avec moi au Cameroun. Vous allez être grassément payés, pardon. Comme nous avons triché aux élections, mais on a un gars là qui nous dérange à l'opposition. On a envie que le monde entier voit que l'élection a été s'est déroulée dans les règles de l'art. Et comme c'est des noirs et qui sont complexés par les blancs, tu demandes Brindé le fils comment, mais on t'a pas répondu en commentaire. C'est le fils de Paul Biya. Donc, et comme les noirs sont complexés par les blancs, quand ils vont vous voir, vous les blancs, ils vont vous croire. Il a donc pris les ivrognes, là, les bangando de la broussaille française, là-bas, les 7 bangando, les 7 mercenaires. Souvenez-vous de la série Les 7 mercenaires. C'était dans les années, à la fin des années 90. Sauf que là-bas, au moins, ils avaient du charisme, les 7 mercenaires. Ceux-ci, là, c'est les 7 bangando. Écrivez les 7 bangando de Transparency International. Monsieur Bayebek les appelait les bandits internationaux, les grands bandits. Il a même, mais vous avez fait fort, hein? Non, mais carrément. Il n'est pas rassasié des 3 séjours qu'il a fait en prison. Joseph Vest, à Tanganji, l'homme à l'image. Quelqu'un m'a demandé si c'est vraiment lui à l'image. Tu as cru que j'ai pris ma photo et j'ai mis à l'image en disant que c'est Atanganji. C'est Paul Atanganji dans sa dans sa version la plus pure, dans ce à quoi il ressemble normalement. Voici le vrai Paul Atanganji. Celui que vous avez nommé ministre, là, je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez pris l'individu que je vois là sur la photo, vous l'avez transformé en ministre. Ça te montre l'état de décrépitude de ton pays. Comment tu peux prendre cet individu, ce personnage si... Merde. Comment tu peux prendre ça, là? Il devient ministre dans ton pays. Maintenant, voilà les conséquences. Il s'improvise ministre de la communication, il s'improvise religieux, distribue les bibles, il s'improvise arbitre entre partis, il se met à définir les bons et les mauvais partis ou je ne sais quoi. C'est incroyable. Non, je n'insulte pas, chef. Tu dis, est-ce que tu peux des arguments sans toutefois insulter, mais est-ce que j'insulte, chef? Je décris. J'ai fait quelque chose tout à l'heure qu'on appelle un examen de pensée. Je te rappelle que tes amis vieillistes m'insultent en commentaire. Est-ce que je vous ai dit que j'étais gentil? Je ne vous ai jamais dit que TikTok était un site de rencontre où je cherchais l'amour de quelqu'un. À la télé, je suis très courtois, mais dans mes articles sur Facebook ou ici sur TikTok, laissez tomber, c'est une autre personne. Ces gens-là sont méchants, ils insultent, ils assassinent, ils font énormément de mal et toi tu es fâché parce que j'insulte. Paul Atanganji vient d'interdire qu'on questionne la santé de Paul Biya sur la place publique, mis à part dans les dictatures sauvages. Tu as vu ça où? Quand je vais dire que c'est une dictature sauvage, tu vas dire que j'insultais. Je devais dire quoi, chef? C'est le parc Disneyland. C'est Alice au pays des merveilles. Toi, quand tu vois le Cameroun là, ce n'est pas une dictature sauvage et barbare. Qu'est-ce que c'est? Atanganji n'est pas un ministre sauvage et barbare, qu'est-ce qu'il est? C'est un démocrate pluraliste, humaniste, dont tu veux que je dise un mensonge, parce que quand je vais dire la vérité, tu vas dire que j'ai insulté. C'est un barbare. Il n'y a que les barbares pour empêcher de questionner la santé de celui qu'on appelle le père de la nation. Toi, dans ta famille, imagine tu as des parents. Est-ce que si ton père tombe malade, il va t'en vouloir que tu aies demandé comment il va? Au contraire, il va t'en vouloir si tu ne demandes pas comment il va. Mais là, au Cameroun, tu vois bien que c'est le paradigme de la norme inversée. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Et le synonyme de la dissonance cognitive, c'est la folie. Donc si je dis qu'Atanganji est un fou, j'ai fait une description
Je n'ai pas insulté. J'ai décrit ce qu'il est. Est-ce qu'il est normal? Réponds en commentaire. Est-ce que Atanganji est normal? Toi-même réponds. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a un repris de justice, oui ou non? C'est un criminel. Triple repris de justice. Pas pour ses opinions politiques comme les Moros Kamto et autres, non. Lui, il est repris de justice pour des faits de crimes de droit commun. C'est-à-dire un bangando professionnel. Il s'est retrouvé avec Amuro Bellinga dans l'affaire de la Campos où il aurait dû encore aller en prison. Il y a échappé. Actuellement, les hommes l'ont en prison pour avoir assassiné Martinez Zogo. Mais qu'est-ce qu'Atanganji fait en liberté dans un pays normal? Tout à l'heure, j'ai détaillé les lois qu'il avait violées dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Maintenant, voilà encore une loi qu'il viole sur les libertés publiques au Cameroun. Il interdit de s'interroger sur la santé de Paul Biya. En quoi c'est un acte illégal de s'interroger sur la santé de Paul Biya? C'est le président. Donc c'est l'obligation du peuple de veiller à la santé de son président et de veiller à ce que Paul Biya aille bien. S'il ne va pas bien qu'on nous le dise, comme ça on prend nos dispositions. Est-ce qu'il faut un autre président? Le pays doit être gouverné et personne n'a élu Ngongo. Dans toutes les manœuvres que Vonayolo Ngongo, il peut faire un arrangement dans les ténèbres pour continuer à diriger le pays alors que Paul Biya est mort depuis. Parce qu'il est très malade, il est très mal en point, peut-être même à l'instant, je sais un être humain, rien ne dit qu'il n'est plus vivant à l'instant où je parle. Peut-être qu'il est en vie, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais maintenant, voilà, on n'a pas élu Ngongo, on n'a pas élu Vondayolo, mais donc on ne veut pas qu'il continue de diriger le pays alors que celui qu'on a soi-disant élu, Paul Biya, est en état de légume, parce que peut-être qu'il est en vie, on n'est pas avec lui sur le lit de l'hôpital. Mais il est à l'état de légumes, ça c'est acté. Donc voilà. Si on dit, c'est ça qui nous intéresse ici, que des gens qui n'ont pas été élus, eux ils disent que Paul Biya a été élu. On ne veut donc pas que des gens qui n'ont pas été élus continuent de diriger le Cameroun. C'est illégal. Les Ngongo, les Atanganji, les Vondayolo, qui les a élus, ils ont été nommés par quelqu'un soi-disant d'élu. Donc on ne veut pas. Ils ont donc menti sur Transparency International. Premier mensonge. Quand Madame Patricia Moreira, Wandaye que mais Seigneur, c'est encore quoi ça? Les voyous là, je ne les connais pas. Ça c'est, ils ont mélangé le cognac avec un peu de colle forte. Ils ont mis le kior dedans. Ils ont mis le tar. Ils ont fait une mixture, un cocktail perfide. Ils ont bu. Ils sont arrivés là et ça leur a donné le courage de regarder les Camerounais dans les yeux et de dire que oui, c'est Transparency International qui nous envoie. À un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'Atanganji ignorait qu'il y a le vrai Transparency International qui allait constater que c'est du fake? Quand on va donc dire que c'est un idiot, vous allez dire qu'on insulte. Mais toi-même, est-ce que tu peux faire un mensonge sur la place publique? Tu dis à la télévision nationale, c'est Joe Biden qui m'a envoyé. Évidemment, les États-Unis seront alertés. Il y a l'ambassade américaine au Cameroun. Les États-Unis seront alertés et vont dire que mais il y a quelqu'un là-bas qui parle en notre nom, jamais. Si Joe Biden l'avait envoyé, il aura informé d'abord l'ambassade américaine au Cameroun que j'envoie quelqu'un là-bas gérer sa situation. Mais celui-là part sans consulter l'ambassade, il s'en va parler au nom de qui? Mais Atanganji n'a pas eu la présence d'esprit de réaliser que les gens allaient se rendre compte que c'est de la supercherie. Parce que c'est un idiot. Tu as encore dit que je l'insulte. Est-ce que c'est l'insulte? Quand toi-même tu vois le tableau, est-ce que c'est pas de l'idiotie? Deuxième mensonge, les bébés sur le dos de leur mère. Les gens qui sont en train de vous dire, les gens qui sont en train de vous dire que Paul Biya est à Genève et qu'il se porte bien. Premier mensonge dont ils vont mentir sur Transparency International. Ils vous ont regardé dans les yeux en disant ça. Donc ça ne les dépasse pas de vous regarder dans les yeux en disant que Paul Biya se porte très bien. Ils vous ont regardé dans les yeux en disant que les bébés qu'on a tués sur le dos de leur mère, c'était au Mali. Là, j'étais au Cameroun. N'envoyez plus les invitations, s'il vous plaît. Envoyez les roses. Laissez-moi avec les invitations. Je n'ai pas fini ce que j'avais à dire. Donc, s'il vous plaît, Malek, vous envoyez des invitations. Je ne prends pas d'invitations. Et d'ailleurs, enfin bref. On va prendre les invitations. Vous allez dire quoi, cher tout. Deuxième mensonge, les bébés sur le dos de leur mère. Les bébés, j'étais au Cameroun, c'était en pleine campagne. La vidéo fuite, on se rend compte qu'il y a des bébés qui ont été assassinés sur le dos de leur mère. Les gens qui parlent ont un accent camerounais propre. Monsieur Isachiro Mabakari, qui était menteur avant Emmanuel Sadi. Ouais, qu'est-ce que les gens n'entendent pas de... On n'envoie plus les invitations.
Ami Leia Love, vous prenez la photo d'une blanche. Je suis complexé par les blanches, parce que comme c'est une blanche, je vais accepter. Moi, on aime les noirs, je vous dévoile un secret. On aime les noirs de la bonne chair, bien dodus, bien raffermis. Foutez-nous le camp avec eux. On est... Les Mexicains aiment les Mexicains, les Arabes aiment les Arabes, les Français aiment les Français, les Chinois aiment les Chinois, les Africains aiment les Africains. Il faut dire aux Africains de privilégier les Africaines. C'est une question de paradigme. Tout le monde fait ça. C'est pas du racisme ou bien eux-mêmes préfèrent les leurs d'abord. Ils prennent nos femmes pour des produits exotiques, ils s'amusent un peu et voilà. De temps en temps, tu peux voir une exception qui confirme la règle, mais c'est juste une exception. Donc, arrêtez de penser que tu as glissé une femme blanche à lunettes. Je vais accepter la demande d'ami parce que c'est une femme blanche à lunettes. Vous me prenez pour qui? Il n'y a aucun... c'est terrible. Donc, on est encore à ce niveau complexé par... J'ai jamais été complexé par les autres. La femme noire est de très loin la femme la plus belle au monde. Quand une femme noire dit hey, j'ai trop grossi, je vais perdre du poids, je commence à te déprimer. Faut jamais faire ça. Et les femmes qui veulent perdre le poids, là, faut les envoyer en prison. C'est illégal. Tu perds le poids, tu amènes ça où? Est-ce que lui, il t'a dit qu'il avait un problème avec le poids là que tu veux perdre? Donc, on ne joue pas avec le bien, on ne joue pas avec les biens d'autrui. La perte de poids pour une femme noire, c'est de la destruction de biens publics. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Ne faites plus jamais ça. Donc, deuxième mensonge, donc, de monsieur, comme il s'appelle, monsieur, le gang de malfrats de Yaoundé, c'est sur les bébés sur le dos de leur mère. Ils disent, c'est au Mali. Isachiro Mabakari nous regarde dans les yeux. Il nous dit, c'est au Mali. Mamma mia, au Mali. Depuis qu'on a l'accent là au Mali et qui est le père, chaque Camerounais normalement constitué reconnaît l'accent camerounais entre mille. C'est-à-dire ici en diaspora, quand je suis dans le train, j'entends les Camerounais parler derrière, je mets toujours la main sur le front et je me dis, oh Seigneur, les voilà. Donc comment tu peux ne pas reconnaître les Camerounais qui sont en train de dire, l'enfant là n'est même pas encore mort, hein, mais depuis quand les Maliens parlent comme ça? Regarde bien, est-ce que l'enfant est bien mort? Il nous dit que c'est au Mali. Droit dans les yeux. Oui, chef, dis à ta femme que la perte de poids, franchement, c'est une destruction de biens publics. C'est-à-dire, moi, à ta place, je porte plainte. Va au commissariat directement la prochaine fois qu'elle essaye encore de faire ça. Les femmes la pensent en fait que le poids là, c'est pour elles. Hein. En fait, elles sont convaincues que ça leur appartient. Enfin, comment dire, vous gérez les biens de quelqu'un d'autre, vous vous amusez avec ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire, ne nous énervez pas comme les billettistes le font. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Donc, ça, c'est le délire des Blancs. Je suis trop grosse, C'est-à-dire, les Européens ont réussi, vous nous autorisez, mais la petite parenthèse pour souffler un peu parce que c'est aussi important. Les Européennes ont réussi à vous faire croire que avoir un gros derrière était mauvais. C'est-à-dire, je suis arrivé en Occident, j'ai réalisé qu'avoir un gros derrière était une insulte. C'est incroyable. Mais chez nous, au pays, là, c'est ne pas avoir un gros derrière qui est une insulte. Donc, faut pas inverser les noms. En fait, ils n'ont qu'à fustiger et amener sur la place leur mannequin de 4 mètres 06 et de 3 kilos. C'est leur problème. C'est leur paradigme. On ne leur demande pas de changer. Ça les regarde. Nous, là, c'est absolument le contraire. Il est temps d'arrêter de prendre les critères des blancs pour faire vos miss au pays, là. Et tu as mis ce machin. On prend maintenant les maigrichonnes longilignes. Je ne suis pas en train de fustiger les femmes minces, naturellement. Mais je dis une femme qui s'amaigrit volontairement, soi-disant que ça va la rendre plus belle ou mannequin, ça ne veut rien dire. Mannequin de quoi? Qui fixe les critères de mannequin ou bien je ne sais pas. Ça, ce sont les règles européennes. C'est Karl Lagerfeld qui disait en 2009 au magazine allemand Brigitte, Niemand will runde Frauen sehen. C'est-à-dire personne ne veut voir des femmes rondes. C'est son problème s'il ne veut pas voir des femmes. En plus, il était homo. Donc les hommes n'ont pas de courbe, donc il s'en fout, lui aussi il veut des femmes qui n'ont pas de courbe. Ce qui l'emballe, ce qui le chauffe, c'est l'absence de courbe. Nous, c'est le contraire. Nous, on va bien, mentalement, on va très bien. Donc, excusez-nous avec cette histoire. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, faut laisser tomber. Oh, j'ai pris le poids. Jusqu'à tu te retrouves avec des femmes noires en diaspora qui te disent que mes fesses sont grossis. Mais c'est une très bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer. Là, ça grossit. Et alors, le problème, il est où dans la phrase que tu viens de me dire? C'est-à-dire, ta femme te dit, mes fesses sont grossis. Oui. Ensuite,
Ah, mais je te dis, mes fesses sont grossis. Oui, mais la partie problématique, c'est laquelle dans la phrase mes fesses ont grossi, j'essaye de voir là où se trouve le problème. Je suis perdu. Le problème se trouve où? Dans la phrase là, dans mes fesses sont grossis. Donc ça grossit et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, abondance de bien ne nuit pas. Ça doit continuer, il y a grossir même, ça doit remplir toute la maison. Il y a des embouteillages sympas. Ça, c'est bien. C'est comme ça que c'est ça la vie, la vraie. Donc, excusez-moi, et arrêtez le délire là de copier les maigrichonnes. Les blancs les européennes sont minces par nature. Elles ont cette comment on dit cette morphologie par nature. Et comme elles sont complexées par ça, parce qu'elles savent que les hommes bavent devant les formes généreuses, il a fallu créer un paradigme. Comme tout ce qui est blanc est beau, les blancs ont décrété qu'à partir de maintenant, c'est la femme maigre qui est belle. Et comme vous êtes complexé, c'est devenu ça le critère, vous êtes malade, c'est la femme formée, charnue qui est belle, rien à faire. Et une femme charnue, une autre femme en mode européen mannequin amaigri, je ne réfléchis pas. Non seulement je refuse l'autre, mais je prends l'arme, je lui tire dessus. Comme ça, on est tranquille. Donc, bon, on va retourner aux choses sérieuses. Et revenir aux différents mensonges de Vandayolo et des autres. J'ai remarqué que quand on a parlé des fesses et des femmes, le live est monté, hein, vous êtes 490, vous étiez 430 tout à l'heure. Qui est allé alerter les 50 autres personnes pour leur dire qu'ici on est en train de parler maintenant de forme, de courbe et de... Voilà. C'est-à-dire là, ça devient intéressant. C'est là où tous les Camerounais sont soudain versés. On est en train de parler de la maladie de Paul Biya. Et au niveau des 330, 340, dès qu'on a ouvert le dossier, c'est comme si l'algorithme réagissait au terme fesses, les fesses rondes. Dès qu'on a dit ça, 50 personnes se sont ajoutées comme par miracle. Et ce peuple, on peut même plus le sauver. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit là. Vraiment, la femme noire qui vous dit que ses fesses sont grossies et qu'elle veut maigrir, prenez l'arme, vous lui tirez dessus. C'est-à-dire vite fait bien fait, et après on est tranquille, comme ça il y aura la paix sur terre. Donc, ils ont menti sur les bébés sur le dos de leur mère, les yeux dans les yeux, c'est au Mali. Ils ont menti sur Transparency International, ils ont menti sur le riz Orca. J'espère qu'on n'avait pas oublié le riz Orca, hein. C'est-à-dire... quelqu'un demande si c'est un bandit en commentaire. Oui, c'est un bandit. Il s'appelle Paul Atanganji. Il s'appelle Joseph Vest. On l'appelle Paul Atanganji. C'est son nom de bandit, Paul Atanganji. Le jour où tu le vois, sache que c'est un bandit. Même s'il porte une cravate, sache que c'est un bandit. Ils sont en ligne, ils sont connectés ici, rassurez. C'est ça qui donne tout le goût à ce live. Ils sont connectés là, ils nous écoutent. Vous avez vu de toute façon les faux profils qui nous ont écoutés là en commentaire. Ils sont bien connectés, ils sont connectés là. C'est tout le plaisir dedans de savoir que des gens qui te détestent, qui n'ont aucune envie de t'écouter, sont là, bien branchés. Oui, ils sont là. Vous vous souvenez donc du riz Orca? Nous étions le 9 avril 2020, quand le magasin Orca a offert 4000 sacs de riz. Mince, les riz Longré, Seigneur, le riz était parfumé en plus, 25 kilos chacun. H! Merde. Ça me donne envie de manger le riz. Si quelqu'un coupe le riz là, pardon, qu'il me fasse signe, parce que là, vraiment, c'est compliqué. Ils nous ont dit les yeux dans les yeux. Vous voyez, c'est redescendu à 430 personnes quand on a fini de parler des fesses des femmes. Vous êtes incroyables. En tout cas, on va y aller. Chacun sait pourquoi il est là. Donc, ils nous ont dit, enfin, Orca a envoyé le riz. On a envoyé 4000 sacs de riz. Et pas des petits sacs. On a de nos gouverneurs de région, des riz longs grains, des riz par... Oh Seigneur, parce que Richard Bonnet disait, Orca le mange riz. On nous a donné du riz, il y avait du riz à gogo. Tout ça parce qu'un pays est incapable de produire le riz, hein. Parce que Paul Biya, plutôt que d'investir dans l'agriculture, va investir dans comment ça s'appelle, les gourdes de son fils Brenda et les séjours dans les hôpitaux français et les séjours dans les hôtels genevois, etc. On se retrouve donc à importer le riz alors que nous sommes l'une des 3 stations pluviométriques les plus fortes au monde. La région de Debouncha dans le sud-ouest Cameroun fait partie des 5 régions du monde où les pluies sont les plus intenses. Parfois même vous la retrouvez en 2e position.
vous avez 9000 mm de précipitations par an, c'est-à-dire une densité de précipitation monumentale. Donc il y a l'eau au Cameroun, il faut juste bien la distribuer. Mais c'est-à-dire on réussit malgré cette énorme quantité d'eau, on réussit l'exploit incroyable d'importer le riz. Au point c'est les Marocains, c'est Orca qui vient et qui nous dit, tenez, voici le riz. Voici le riz. Bafouine dit qu'il avait acheté les arachides pour acheter une bonne sauce. elle a fini par se gâter. Non mais totalement. C'est-à-dire 4000 tonnes de riz, 25 kilos le sac. Ils nous disent les yeux dans les yeux que bon, le riz, qu'est-ce qu'ils nous ont même dit? On demande à Manaouda Malachi le riz, il dit je n'ai pas mangé. On demande au gouverneur le riz, il dit je n'ai pas mangé. Et tout ça, ils nous disent les yeux dans les yeux. Hein. 4000 tonnes, 4000 tonnes de 25 kilos de riz ont disparu. 25 kilos fois 4000 sacs, pardon. 4000 sacs de 25 kilos chacun ont disparu. Merde. Oh, Jesus Christ. Oh, Seigneur. Non, préparer le riz, s'il vous plaît, on doit régler ça. Préparer le riz, on mange un peu, on enlève le sandam dedans parce que j'ai un appétit de riz. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de cette histoire. Tellement j'ai envie de riz maintenant, comme une femme enceinte. Tout ça à cause de vous. On envoie le riz, vous volez. C'est même pas sérieux. On vous envoie le riz, vous volez. Ayez quand même le sens du partage. C'est quoi ce peu? On vous envoie le riz, vous volez. Le sens du partage. Partagez. Ah! Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Comment vous pouvez prendre le riz, vous confisquer? Laissez au moins 2-3 sacs pour le commun des mortels. Tous les sacs, tous les sacs sont entrés dans les greniers et les gouverneurs. Et Monsieur Manaouda Malachi dit que lui n'a jamais vu le riz. Il dit qu'on demande au gouverneur de région que où est le riz. On demande au gouverneur de région, les gars disent que non, nous-mêmes là, on ne sait pas où est le riz. C'est le sac était là, on ne sait pas qui a pris. 4000 sacs. Expliquez-moi un peu, comment vous faites pour faire disparaître 4000 sacs jusqu'à il ne reste pas la moindre trace. On n'a même pas vu un bandit courir avec le sac là dans les rues au quartier. Ça veut dire que les sacs ont été mis dans des voitures de luxe, dans les gros porteurs, dans les camions de déménagement, de ceux qui ont les moyens de se les acheter. Ils sont allés les déposer dans les villas de ceux qui ont les moyens de vivre dans les villas. C'est donc les gouverneurs et Manaouda Malachi, toute la clique qui ont volé le riz. Mais ils nous ont dit les yeux dans les yeux qu'ils ne savent pas où est le riz. Donc si pour vous le communiqué de Vandayolo sur la maladie de Biya suffit, courage à vous, hein. On vous dit qu'il est à Genève, lol. Il n'est nulle part à Genève. Il n'est pas là-bas. Oh, il est à Genève. Transparency International, ils vous ont dit que ce sont les vrais, non, les yeux dans les yeux. Les enfants assassinés, ils vous ont dit que c'est au Mali, non, les yeux dans les yeux. Le riz Orca, ils vous ont dit que ils n'avaient pas mangé les yeux dans les yeux. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé de la société de transformation de manioc de Sang-Mélima. Quand la société y a vu le jour, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que ça va fonctionner. Les yeux dans les yeux, il n'y a pas de problème, tout est fonctionnel. On a 1,2 milliard de Chine, on va gâter le coin et avec ça, on va construire. Les années ont passé, ils nous disaient « Non, ça va ouvrir, ça va ouvrir ». Maintenant, cherchez la Sotramas à Sang-Mélima. On nous a dit 4000 hectares de manioc. Déjà, il y a un semencier de 150 hectares sur lequel vont reposer ces cultures et ça va tourner à plein régime. On va produire des tonnes et des tonnes de manioc par jour. Les usines ont démarré en 2023, apparemment. Bon, aujourd'hui, on est en 2024. Le manioc est où? Vous n'importez plus la farine, le blé, le cure-dent. N'est-ce pas, Paul Biya a dit que les problèmes sont arrivés à cause de la guerre en Ukraine? Que si on n'a plus le blé, si on n'a plus la farine, si c'était la guerre en Ukraine. Bon, vous avez la société de transformation de manioc. La Chine vous a donné 1,5 milliard. Vous avez dit que vous allez transformer le blé, vous allez gérer. Ok. Comment ça se fait que vous aviez encore des problèmes de blé, alors que le manioc vous permettait de fabriquer la farine de manioc et de suppléer la farine de blé? Le Sénégal est en plein dedans actuellement. Macky Sall n'a pas fait que des bêtises. Il a lancé le plan Sénégal émergent qui, même s'il n'a pas abouti, parce qu'on l'a vu encore supplier le blé à Vladimir Poutine, même s'il n'a pas abouti, était une très belle initiative et c'est mieux qu'avant. La production est meilleure qu'avant. D'ailleurs, ils sont en train d'appuyer. Il y a des PME qui sont en train de naître là au Sénégal où on s'est fixé pour objectif que le pain qu'on mange le matin ne vient plus de la farine de blé importée de France. On doit produire localement. Qu'est-ce que les autres ont que nous on n'a pas? Bon.
On a quand même pris l'argent de la Sotramas, on a mis dans les poches, et on nous a quand même dit que on nous a quand même dit les yeux dans les yeux que non, il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont appris à vous mentir? Est-ce que c'est aujourd'hui que les mensonges ont commencé? Maintenant, les stades pour la CAN, ils vous ont aussi dit les yeux dans les yeux que le stade sera prêt le jour dit. C'est-à-dire, ils vous ont dit, le stade sera prêt le... Non, je n'ai pas oublié le complexe sportif, cher ami Géraldin. Je suis justement en train de parler de ça. Oh, j'espère que vous prenez des notes. Hein. J'ai énuméré tellement de mensonges, je ne sais même plus combien ça fait. C'est-à-dire, et vous avez vu que les billettistes en commentaire se sont calmés, ils ne sont plus là, hein, ils sont plus nombreux. Parce qu'à un moment donné, la débilité a ses limites. Je n'ai pas de modérateur, je ne les bloque pas. Mais la débilité a ses limites. À un moment donné, même ton cerveau se met à fonctionner, tu réalises que, merde, on est dans quoi là? Qu'est-ce qu'on soutient même comme ça, comme bêtise? Voilà tous les mensonges de Vandayolo qui vous dit aujourd'hui que Paul Biya est à Genève. Et quelle Genève? Qui l'a vu à l'Intercontinental? Il n'est jamais là-bas. C'est la continuité, c'est la feinte pour vous dérouter justement du véritable lieu d'hospitalisation de Paul Biya. Et vous enlevez même de la tête qu'il est hospitalisé. Or, il n'est que hospitalisé. C'est ça la seule et l'unique vérité. Donc, on vous dit, les stades seront prêts le jour dit, les yeux dans les yeux. Et qui vous dit ça? C'est le bandit, le malfrat en chef lui-même. C'est-à-dire Al Capone, personnellement, himself. C'est lui qui dit, les stades seront prêts le jour dit. On a attendu le jour dit, ok, on a eu le report du report. On se rend compte après que le sac de ciment coûte 17 000 francs, que les camions de sable coûtent 500 000. On a une facture globale de 3 000 milliards qui ont été écrasés par la bande d'Angongo. Le stade n'est pas fini, la piscine olympique, on la cherche. Il y a, comment il s'appelle, le sorcier qui nous a expliqué que l'hôtel est sous le truc là. C'est pas le même qui nous disait qu'il n'y a pas d'opposition il y a quelques jours là, que l'opposition comme on est dans le Ndem machin. C'est pas lui qui nous disait que l'hôtel souterrain est sous les gradins ou je ne sais pas, bref. On nous a donc créé le premier hôtel souterrain 5 étoiles sous les gradins. On nous a créé la piscine olympique fictive du complexe d'Olembe, comme l'hôpital panafricain des BRICS de Clamart. On nous a créé donc le complexe sportif et la piscine de Japoma. Les yeux dans les yeux, ils nous ont dit qu'on est prêt pour la CAN, il n'y a aucun problème. Ces gens-là qui ne mentent jamais, puisque comme ils vous disent que Biya est à Genève, c'est qu'ils vous disent la vérité, c'est des gens qui ne mentent jamais. La preuve, quand ils vous ont dit que les infrastructures sont prêtes pour la CAN, c'est également exactement ce qui s'est passé. Les infrastructures étaient prêtes pour la CAN. La preuve, il y a 8 enfants qui sont décédés par manque de structure pour bien calibrer les entrées des spectateurs, surtout pour un premier jour de CAN, un match d'ouverture comme celui-là. On est la première CAN du 21e siècle qui, lors du match d'ouverture, a tué 8 enfants dans un seul stade, hors du stade, avant même que le match ne commence. C'est très bien, c'est génial. Le Cameroun doit quand même battre des records, donc pourquoi pas. Mais ils vous ont dit les yeux dans les yeux que tout se passe très bien, que la CAN sera prêt le jour dit. L'hôtel 5 étoiles est... D'ailleurs, est-ce que ces temps-ci, ils ne continuent pas de vous dire que l'hôtel est sous les gradins? Ils vous le disent, non? Que l'hôtel est sous les gradins. L'hôtel est là, il est sous les gradins. En fait, le Cameroun est tellement beau, vous savez. Il est tellement beau que quand nous, on construit un nouvel hôtel 5 étoiles, on ne veut pas qu'il soit à l'air libre. C'est trop, ça va faire trop de beau. Ça va, et quand c'est trop beau, ça énerve. Il faut un truc qui n'est pas très beau, un truc un peu laid. Voilà, comme ça on met sous les... Enfin, un truc... Il faut pas trop de beau, voilà. Comme ça, si on fait un autre beau truc, on met sous le sol, ou alors on fait un truc un peu laid et on met sur la surface. Comme l'hôtel était très beau, et que le Cameroun déjà hyper beau, risquait d'être un peu trop beau. Le beau, quand c'est trop beau, c'est trop. Donc on a donc dit on va diminuer le beau, on va mettre l'hôtel au sous-sol, et tout le monde est tranquille. Donc voilà, et aujourd'hui encore quand vous questionnez la problématique, mais monsieur Malek, arrête de m'envoyer les demandes dire sur ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as l'impression que j'ai besoin d'aide? Donc ils vous ont dit ça, la CAN sera prêt le jour dit. Ils vous ont dit santé pour tous en l'an 2000. Je pense qu'on est 24 ans après l'an 2000, hein, et que les bébés meurent toujours parce qu'elles n'ont pas de couveuse.
parce qu'ils n'ont pas de couveuse, et que les gens meurent toujours, on les amène, les victimes d'un accident, on les pose là sur la table à l'hôpital, on les regarde, on les laisse vider de leur sang comme ça, là, dans des conditions atroces, comme si c'était des criminels. Je pense que Rodrigo Ndageo est mort dans les prisons de Paul Atanganji. Là où Paul Atanganji devait être seigneur, c'est là où on a mis Rodrigo Ndageo, parce que le pauvre est mort de choléra. On vous a dit santé pour tous en l'an 2000. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit encore le FMI qui vienne vous envoyer les doses du Covid, 185 millions qu'on vous a envoyés pour le Covid, ça a encore été détourné. Paul Atanganji a aussi détourné l'argent du MRC, et c'est important de rappeler cela à tous les illuminés qui vous parlent de Survey Cameroun Survival Initiative, en vous disant que oui, comme tout a été volé, le bug informatique, est-ce que vous savez qu'Atanganji a pris l'argent qui était logé à Affluent First Bank, plusieurs dizaines de millions de francs qu'il n'a pas remboursé aujourd'hui. C'est-à-dire les chefs d'accusation de ce type quand le MRC prendra le pouvoir, my God. Mais lui, ce sera, je sais même pas. C'est-à-dire, il aura 18 peines différentes. C'est-à-dire, il établit un recours premier. Sur la première peine, il a 208 ans de prison. Il établit un recours, il arrive à se détacher de celle-là. Il aura 17 peines de 200 ans de prison chacune. Je sais pas comment il va s'en sortir celui-là. Mieux, il commence déjà à se déguiser, à trouver les meilleurs déguisements pour fuir le pays. Non seulement fuir le pays, mais fuir le pays pour des endroits où on va pas le reconnaître, parce qu'en diaspora, je sais, il va aller où? Il va aller, mais soit il va se déguiser en femme, soit il va se teindre en blond, soit il va faire des jambes. En fait, il faut qu'il trouve un moyen de ne pas être reconnu, parce que les Camerounais ne vont pas le louper, et ça c'est clair. C'est-à-dire, on va lui mener la vidéo, ils vont lui faire, mais je sais même pas, je n'ose même pas imaginer, parce que lui là, ce sera plus que le procès de Nuremberg, en ce qui le concerne. Donc ils nous ont menti dessus, les yeux dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez noté même tous les mensonges. Transparency, le Mali, le riz Orcan, la Sotramas, la Cannes, la santé pour tous, l'autoroute Yaoundé-Douala. Voilà un autre truc, l'autoroute Yaoundé-Douala. L'autoroute sera finalisée. C'est-à-dire, l'autoroute a fait 10 ans. On attend toujours l'autoroute. 196 km qu'il fallait construire. Je vous dis, la Côte d'Ivoire sera à 432 km d'autoroute l'année prochaine. On a dit que l'autoroute allait être finalisée, que ça se passe bien, mais est-ce que la France, c'est qui devant nous? Vous oubliez, en fait, est-ce que vous ignorez les Camerounais quand ils ont un semblant de bâtiment, quand ils ont un semblant ça devient le plus beau bâtiment du système solaire. C'est-à-dire le reste du monde ne voit rien devant nous. Donc l'autoroute était la plus belle autoroute de tous les temps. Même aux États-Unis, il n'y a pas ça. C'était le Highway. On attend. Nous voici 10 ans plus tard, l'autoroute ne vient pas. 60 km sur 196. Même pas le tiers, donc même pas les 30%. Même pas. Mais ils nous ont dit les yeux dans les yeux, c'est bon. D'ailleurs, ils ne s'excusent jamais. Hein. Personne ne m'y arrêté. Ils ne nous disent pas que t'es la volée. Non. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Enfin, tout s'est bien passé. Mais bon, on a rencontré des problèmes. Le chantier, machin, la route, les pluies, la disposition des sols, la composition. Bref, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas raconté? Ils nous ont dit 1000 choses sans rien nous dire. Les yeux dans les yeux, ils ont menti. Et ils sont tranquilles, ils continuent de vivre leur vie, ils relancent les travaux. Quand tu regardes Nganou Messi, mais tu as l'impression d'avoir devant toi Simon Pierre. C'est un saint. Lui, il n'a jamais rien fait de mal. Quelqu'un qui a fait la pénétrante S de Douala, 9 km à 44 milliards de francs CFA. Monsieur Emmanuel Nganou Messi. Et il vous dit que non, tout va bien, on a la situation sous contrôle, projet de développement, émergence 2035. Je dis, il y a un Camerounais sérieux qui croit en l'émergence 2035 là actuellement. Quels sont les indicateurs de l'émergence? Qu'est-ce qui est mis sur pied? Quelle est la route? Émergence sans électricité, sans infrastructure routière. Quelle émergence va avoir lieu sans le mécanisme de circulation des biens et des personnes? Ça a existé où? Dans quel pays, dans quelle ville, dans quelle contrée, dans quel royaume, où, quand? Mais on vous dit émergence 2035. Il ne s'agit pas de croire. Quels sont les indicateurs? C'est pas la religion. Vous croyez aussi en Jésus, en Mohamed, c'est la religion, ça c'est la foi. On ne peut pas savoir si Jésus ou si Moïse a fendu la mer ou si Mohamed a rencontré Gabriel ou si je ne sais. Ça c'est la foi. Ce n'est plus le rationnel.
Donc si vous mettez la foi dans la politique, vous êtes dans le ndem XXL, oubliez cela très rapidement. La politique, c'est la rationalité, la considération pragmatique des événements. Donc, oh là là. Et donc, ils ont menti sur le tourbillon des doigts là. Ils ont menti sur... Je vais énumérer un dernier mensonge, même lequel. Parce qu'il y en a tellement. C'est pour vous montrer que sur cette histoire de Vanda Yolo qui écrit son communiqué, où Emmanuel Sadi vous dit que comme il est écrit, oubliez, c'est bon, adhérer à la version les yeux fermés, c'est bon. C'est pour vous montrer que c'est du blabla. Ils ont menti sur Martinez Zogo. Voilà un cas similaire à la maladie. Martinez Zogo. Martinez Zogo est arrêté par les agents de la DGRE de Maxime Eko avec son complice Amour Bellinga le 17 janvier 2023. Avec la complicité des forces de l'ordre qui brillent par leur omission à venir le chercher. Alors qu'il crie « On veut m'assassiner », il escalade le mur d'un commissariat. Les commissaires, eux, ils sont fermés, eux, ils ne sont plus en service. Donc, on peut tranquillement déporter Martinez Zogo et l'amener là où on devait l'amener. On finit par le torturer. On le moleste, on le cuisine très bien, on le triture comme un poisson. On le liquide, on l'assassine, on le jette et Ibogo 3. Monsieur René Emmanuel Sadi, qui est le porte-parole de Paul Biya, qui est censé être informé des arcanes de la République. Normalement, il devait savoir que les agents de la DGRE sont au courant de ce qui est arrivé à Martinez. En fait, il le savait. Il nous dit dans le communiqué que Martinez Zogo est à la recherche. En fait, il est déjà attendu 3 jours, parce qu'on l'a cherché pendant des jours, on ne l'a pas trouvé. Quand il finit par nous dire quelque chose, après qu'on ait mis la pression comme on est en train de faire actuellement, il nous dit, oui, Martinez Zogo, l'État est large, l'État met tout en œuvre pour rechercher Martinez Zogo, mais au demeurant, il est crucial de rappeler que la profession journalistique doit s'exercer dans un... Donc, Emmanuel Sadi est déjà convaincu, il sait déjà que Martinez Zogo a été assassiné, mais il faut continuer à faire semblant de chercher. Et il vous informe, il vous annonce dans son communiqué, quand il dit « au demeurant », faut lire la partie du communiqué qui commence par « au demeurant », allez le lire, il est en ligne. Il vous informe que... cela dit, après tout ce que je viens de vous dire là, cela dit, sachez que il est important, quand vous êtes en position de journaliste, de ne pas trop vous frotter, de vous en tenir à la déontologie journalistique, de ne pas trop vous frotter justement aux sujets sensibles, aux données sensibles, de respecter l'éthique journalistique et blablabla. Monsieur Emmanuel Sadi, pourtant ministre de la Communication, n'a jamais entendu parler de la charte de Munich. Dans les années 70, on a mis sur pied la charte de Munich qui dit que le journaliste a le devoir de dire la vérité, quelles que soient les conséquences que ça entraîne. C'est une obligation c'est une obligation morale. Il doit il doit raconter la vérité, ce qui s'est passé. C'est ça le journalisme. Si Atanga est un brigand et a volé, il ne doit pas dire Atanga c'est mon oncle, je vais quand même ne pas dire que c'est... Non, tu as l'obligation de dire que c'est un brigand. Ta profession de journalisme est protégée par la charte de Munich et elle est internationale. Non, Emmanuel Sadi ne connaît pas la charte de Munich. Lui, il sait que vous les journalistes là, on vous arrive, enfin vous les journalistes comme Martinez, voilà maintenant dans ce qui vous arrive. Il faut maintenant que les autres comprennent que quand ils veulent exercer la profession de journalisme, ils ne doivent pas faire trop de bruit, ils ne doivent pas s'attaquer aux dossiers compliqués, etc., etc. Ils ont menti, ils nous ont dit ça en face. Il y avait le monument J'aime le Cameroun, ils vous ont dit il y aura un échangeur là-bas, les yeux dans les yeux vous ont dit ça. Vous avez aujourd'hui 2 bobolos qu'on a attachés au rond-point, le rond-point là, au boulevard du 20 mai là. Il y a 2 bobolos blancs qu'on a attachés, on a enchevêtrés avec 12 mangok chacun, qu'on a mis là J'aime le Cameroun, et c'est devenu ça l'échangeur. 2 bobolos blancs avec 12 mangok chacun, 24 mangok en tout. On vous dit que voilà le truc. Donc, pour ne pas mentionner tous les mensonges de Joseph Vest, du ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle Grégoire Rona et du ministre du Tribalisme supérieur Jacques Famundongo, on va d'abord s'arrêter là sur la liste des mensonges pour vous demander, quand vous avez dans tout ça là, tous ces cas où ils vous ont menti dans les SNA, c'est une liste non exhaustive. Parce que c'est pas des exceptions. Le mensonge chez eux, c'est la règle. C'est la technique de Satan. Jésus dit dans la Bible, car il est menteur et père du mensonge, en parlant de Satan. Quand je vois le Cameroun, le mensonge a élu. Donc, le mensonge, c'est Satan lui-même est venu et a pris un studio meublé
au Cameroun. Le mensonge est venu et s'est installé avec piscine et vue sur le mont Cameroun. Il s'est installé là et c'est devenu quelque chose d'absolument normal. Absolument normal. Oui, 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 24 mangoks du monument de la réunion j'aime le Cameroun. Regardez vous-même. On a dit échangeur. Mais on vous a mis 2 bobolos. 12 mangoks x 2. Voilà l'échangeur du Cameroun. On est le seul pays au monde qui a un bobolo en termes d'échangeur. Avec 12 mangoks, en plus 24 mangoks. Le seul pays au monde qui a 24 mangoks à la place d'un échangeur. Incroyable. C'est là où nous sommes maintenant. C'est à ça que nous sommes réduits actuellement. Au pays des crevettes, la crevettonie. Tout ça pour que il vous cache que Paul Biya est gravement malade et est hospitalisé. C'est une histoire de fou, quand même, ce pays, le Cameroun. Maintenant qu'il sache, Paul Biya, qu'il sache, dans toute cette agitation, que les Mvondoyolo, les Yatanganji sachent que jamais nous n'allons lâcher prise. Au contraire, on va renforcer le combat dessus. Énormément la communication dessus. En fait, ils sont très mal à l'aise. Vous avez tapoté massivement ce live à un moment donné, ça a permis de le rétablir quand ils ont essayé de le contrer, ils pensaient qu'on va lâcher, ils savent pas que nous aussi on a notre police à nous, nous aussi on a notre milice à nous, nous aussi on a des gens qui militent pour nous, nous aussi on a des gens qui nous défendent, qui protègent nos lives, nous aussi on a nos guerriers, nos soldats, qu'est-ce que vous croyez? C'est une guerre d'usure, on va voir qui va la gagner. Donc, qu'ils sachent alors que la raison pour laquelle on continue, c'est parce que nous ne permettons pas à un chef de fuir le pays. Quand tu fuis, ça se finit mal. On te cueille et ça finit très mal. On te cueille et ta fin, elle est pourrave. Regardez le président chilien en 1973, Salvador Allende, qui a été assassiné par les Américains. Enfin, il a pas été directement assassiné par les Américains, mais il savait qu'on allait l'assassiner vu qu'on bombardait son palais. Merci pour vos cadeaux, chers amis. Qu'on allait l'assassiner. Il a dit, un président démocratiquement élu ne fuit pas son peuple. Et à l'intérieur du palais de la Moneda, le 11 septembre 73, je dis bien 73, pas le 11 septembre 2001, il a lui-même pris son AK-47, automatique Kalachnikov 47, il a mis sur sa tempe et il s'est tiré une balle. Ensuite, les troupes d'Augusto Pinochet, pilotées par les Américains, sont venues et ont récupéré le pays. Mais il est mort chez lui, en disant un président ne fuit pas son pays. Paul Biya dit qu'il est le meilleur élève de la France, il est le meilleur élève de la France, mais curieusement, il prend exemple sur la France sur des domaines qui n'ont pas de, sur des domaines qui n'ont vraiment pas de sens. Là où il doit prendre exemple sur la France, il ne prend pas. Je vais vous raconter la petite histoire que j'ai commencé tout à l'heure sous Louis XVI. Sur Louis XVI, justement. Louis XVI, dont le roi de France qu'on assassine le 21 janvier 1793, a été assassiné, entre autres, parce qu'il avait fui le pays. Il essayait de fuir. C'est très mal vu en France, tu es accusé de haute trahison quand tu fais ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on est un soupçon de pays. Et je vous rappelle qu'à l'époque, Louis XVI était un roi. Comment aujourd'hui vous avez un roi et lui, vous avez un président et lui, il peut fuir. Or, le roi à l'époque ne pouvait pas fuir. Paul Biya, donc, qui est le meilleur élève de la France, doit prêter attention à cette petite histoire de la France parce que il a encore temps de faire... Bon, enfin, je ne sais pas s'il est encore temps dans l'état où il est. Seul Dieu, seul l'avenir nous le dira s'il réussit à se relever et à retourner au Cameroun en station debout. En tout cas, ça c'est peut-être à Chantal Biya, mais le problème c'est que c'est une écervelée, elle ne sait pas lire Chantal Biya. Louis XVI, roi de France, on est au XVIIIe siècle. La Révolution française éclate en 1789, mais avant même d'y arriver, la Révolution de 1789 en France vient du fait que Louis XVI est allé aider les États-Unis à devenir indépendants. Vous savez que la guerre d'indépendance des États-Unis commence en 1776 contre la couronne britannique, les 13 colonies que la Grande-Bretagne avait envoyées vers le Nouveau Monde pour coloniser les territoires en tuant les autochtones, veulent elles-mêmes s'émanciper à un moment donné, sauf que la Grande-Bretagne n'accepte pas cette volonté d'autonomie. Et ils veulent s'émanciper et créer les États-Unis du nouveau continent Amérique. Ça a pris le nom d'Amérique après que le navigateur Amerigo Vespucci se soit rendu compte que ce n'est pas ce n'est pas l'Amérique, c'est pas une nouvelle, enfin c'est pas les Indes que Christophe Colomb a découvert, mais une nouvelle terre.
qui plus tard va prendre son nom américain. Et donc ces nouveaux citoyens du Nouveau Monde, qui se font appeler des Américains, veulent transformer les 13 colonies en États-Unis d'Amérique. Mais la Grande-Bretagne ne veut pas. Ils ont donc mené des guerres farouches et la France a envoyé des gens qui sont venus l'aider. Par exemple, le marquis de Lafayette, dont vous avez certainement entendu parler. Il y a les galeries Lafayette dans les beaux quartiers parisiens, des endroits que j'aime beaucoup. On a envoyé, voilà. La France a envoyé un soutien matériel, un soutien humain, un soutien financier, et l'un des porte-flambeaux du combat justement pour l'indépendance des États-Unis depuis la France, c'était le marquis de Lafayette, Gilbert Motier, le marquis de Lafayette, qu'on a envoyé là-bas et qui a fait ses armes là-bas, et voilà. Ils ont donc aidé les Américains et au sortir de là, les caisses de la France sont vides. Sous le règne de Louis XVI, elles sont totalement vides. Il n'y a pas la possibilité de maintenir le train de vie de l'État habituel. Louis XVI décide donc de couper les avantages de la noblesse. Parce qu'il y avait trois corps au sommet de la pyramide. Il y avait la noblesse, le clergé, la noblesse, le clergé, et voilà la cour du roi. Monsieur Louis XVI se rend compte qu'on ne peut pas s'en sortir si les choses restent en l'état, dont je vais un peu diminuer toute cette histoire. Mais les ministres s'y opposent, ils ne sont pas contents. Ils disent que, mais mon ami, tu es en train de faire quoi là? Non, on n'est pas d'accord, tu ne peux pas révoquer ces lois-là. Donc, tu ne peux pas révoquer ces lois-là. Et il hésite beaucoup. Il ne sait pas s'il doit revenir en arrière, s'il doit continuer. Et à un moment donné, le peuple affamé, les caisses vides, la situation économique morose fait que les Français prennent la Bastille le 14 juin. C'était une forteresse, une prison. C'est-à-dire, c'est un événement plus symbolique. Ils n'ont pas pris toute la France le 14 juillet. Ils ont pris la Bastille, une petite forteresse le 14 juillet. Enfin, importante quand même. C'est aujourd'hui à la place de la Bastille, là où se trouve l'opéra Bastille que Mitterrand a construit en 89. Ils prennent d'assaut la Bastille et voilà, mènent la révolution. Et à un moment donné, monsieur Louis XVI le roi est arrêté. Il est enfermé au centre-ville, au palais des Tuileries. Le problème, c'est que Louis XVI, la femme de Louis XVI, Marie-Antoinette, elle a prévu de fuir son frère, parce que c'est Marie-Antoinette d'Autriche, la femme de Louis XVI. Son frère, comme il s'appelle Léopold II d'Autriche, est justement empereur d'Autriche, et elle sait que si elle réussit à retrouver son frère à l'est, elle va pouvoir monter une armée pour revenir à Paris, mater la révolution et récupérer les pleins pouvoirs du roi. Donc elle fomente un plan d'évasion depuis le palais des Tuileries. Son mari hésite beaucoup, mais lorsque les insurgés, avec à leur tête le marquis de Lafayette qui s'oppose à Louis XVI, décident de sacrifier le clergé pour le bien de la Constitution, Louis XVI, lui qui est très catholique, décide que je ne peux plus supporter. Il est très catholique et très pieux. Et donc, à un moment donné, on réussit à imposer une règle qui fait que les évêques prêtent serment sur la Bible. Ah, ça va l'affecter énormément. C'est-à-dire, il dit, mais attendez, c'est pas possible. Donc maintenant, que le clergé prête serment sur la Constitution. Donc il dit, donc maintenant, l'Église n'a plus les pleins pouvoirs, l'Église est reléguée au second plan, c'est maintenant l'État d'abord, c'est maintenant, voilà, moi ma foi, c'est pas possible. À un moment donné, il veut aller célébrer la fête de Pâques à Saint-Cloud. On l'empêche, la foule s'amasse devant la prison, devant le palais des Tuileries, et il comprend que s'il sort, il va se faire lyncher, il va se faire écraser. Donc Louis XVI n'en peut plus, il dit à sa femme Marie-Antoinette, tu avais raison, ton ami avec qui tu voulais qu'on s'évade, là, il est là. Est-ce qu'on peut organiser l'évasion? Donc, à partir de 1791, au mois d'avril, il fomente le plan d'évasion. Il décide de fuir le pays, un peu comme Paul Biya, qui passe le temps à fuir le pays actuellement. Or, la foule est remontée, elle ne peut même pas accepter que il quitte le pays. Donc, la fuite réussit quand même, c'est-à-dire, lui, Marie-Antoinette et quelques-uns déguisés en autre chose, il se fait appeler Monsieur Durand, Louis XVI. Marie-Antoinette aussi se déguise, leur fils, le dauphin, c'est son nom, le dauphin, il était âgé de 5 ans, lui on le déguise en fille. J'espère qu'Atanganji écoute ce live parce que il va s'inspirer de tout ce que je raconte ici pour préparer son déguisement, en espérant que sa fuite à lui va fonctionner. Donc, ils réussissent à franchir les portes de Paris, et ils ont pour destination Varennes.
Ils ont pour destination, pardon, Montmédy. C'est Montmédy, pardon. C'est une sorte de ville, une sorte de place forte où un ami de Louis XVI, qui est très fidèle à lui, le duc de Bouillé. Le duc de Bouillé, c'est comme ça qu'il s'appelle, lui a préparé 6000 soldats, et plus tard, il va être rejoint par le frère de Marie-Antoinette, justement. C'est ce qui est prévu, mais il faut faire vite. Ça doit se dérouler en une seule nuit, et ils doivent se retrouver à destination le lendemain matin. Mais Louis XVI, voilà, il va un peu traîner dans les stations du milieu. À un moment donné, ils vont faire des escales, ils vont faire des petits arrêts dans des auberges et tout. Ils vont bavarder avec les riverains. Comme à l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas la télé, tous les Français ne connaissent pas leur roi de visu. Et en plus, il s'est maquillé, il s'est masqué, ils ont changé, ils ont improvisé des rôles, voilà. Donc c'est un total de 11 personnes qui sont parties avec 2-3 gardes du corps parce que c'était des gens qui étaient incapables de vivre sans les gardes du corps. C'était des assistés vu qu'ils étaient nés dans la famille royale. Ils n'avaient connu que ça. Donc c'était même un peu difficile pour eux d'avoir des comportements des citoyens normaux. Donc ils doivent traverser quelques stations. C'était quoi? Il y avait Chalon-sur-Marne. Il y avait Varennes. Il y avait Montmédy. Justement, Varennes étant la dernière station. Ils doivent traverser Clermont. Donc, à un moment donné, ils arrivent à Varennes, mais à la suite d'une imprudence de Marie-Antoinette, quelques temps plus tôt, ils ont été reconnus. Et là, quand on les reconnaît, ils sont... Vous imaginez la colère du peuple quand elle se rend compte que le roi a osé, il a voulu fuir. Mince alors! Aïe, 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 aïe. Donc, nous, on vit tous ces problèmes. Cet individu a voulu quitter, il a voulu quitter ses responsabilités. Il était en prison. Il a réussi à s'évader de prison, à se déguiser et à vouloir fuir la France pour s'allier avec ces gens du côté est à la frontière et revenir nous mater ici. Ah non, ça, il va le payer très cher. La foule était tellement remontée contre lui que lors du convoi retour de la marche vers Paris, il se faisait insulter. Marie-Antoinette, on a déchiré ses vêtements, on lui crachait dessus, c'est-à-dire c'était une humiliation suprême. Il y a même un homme qui s'est glissé dans la foule en disant que lui, il reste comment on dit ça, loyaliste à Louis XVI, on l'a décapité. Séance tenante, on a pris sa tête, on a mis sur un pied pour dire aux autres populations que si vous tentez de dire que vous aimez ce type qui a voulu fuir et déserter la France, vous allez confier, vous allez subir le même sort. Vous comprenez maintenant d'où viennent les techniques de décapitation et des pieds qu'on a utilisés contre les Oumniobé et qu'on sort dans les guerres upécistes au Cameroun, là. C'est le même mode opératoire. Et donc finalement, on ramène Louis XVI au palais des Tuileries et l'on le garde très bien sans impossibilité de fuir. Et le 21 janvier 1793, la tête proprement, on les guillotine. Plus tard, vous avez Alexandre Dumas, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan et consorts, qui précise que la fuite à Varennes de Louis XVI a été son premier pas sur l'échafaud. Comprennent qui pourra, ça veut dire la décision de fuir et de déserter le pays. Ça a été, c'est-à-dire c'est là où tu as mis le pied sur la première marche du peloton de l'échafaud, c'est-à-dire le petit escabeau là où tu montes pour te faire exécuter, l'on place ta tête pour te la trancher. C'est ce que métaphoriquement, enfin poétiquement, Alexandre Dumas résume dans son observation. Donc c'est une leçon à Paul Biya et à toute sa bande d'apprendre des leçons de ceux qui ont voulu fuir à l'époque. Les Mobutu, les Louis XVI, le peuple n'aime pas les fuyards. Les fuyards finissent très mal. Donc faut venir dans ton pays, assumer tes responsabilités si tu peux encore, même si tu dois mourir, que Chantal Biya te prenne, te bâche dans l'avion, tu arrives à Yaoundé et tu affrontes ton destin. C'est ça la vie d'un homme politique, la vraie. Parce que sinon, tu seras rattrapé par ton destin et voilà, ça peut très mal, ça peut vraiment très mal finir. C'est même déjà en train de mal finir. Regardez vous-même ce dans quoi il se trouve. Et tout ça parce qu'il fuit pour sa santé, pour avoir été incapable de moderniser le système de santé du Cameroun. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure? Je vous ai dit que la formation sanitaire, la formation de manière générale au Cameroun, le budget qui y est consacré est faible. Ils font quoi de l'argent, en fait? C'est-à-dire la formation, le ministère des enseignements secondaires, le MINESEC, qui bénéficie d'une dotation de 556 milliards de francs CFA en 2016. Le ministère de l'enseignement supérieur de Famdongo, qui bénéficie de 81 milliards. Le ministère des enseignements de l'éducation de base, qui a 297 milliards en 2023.
Ces trois ministères, c'est moins de 15%, même pas. C'est moins de 14% du budget national. Or, l'UNESCO recommande 20%. Tu n'investis pas dans la formation et tu te plains que tu n'as pas d'hôpitaux et tous les médecins sont plutôt formés en Allemagne, les ingénieurs au Canada, médecins en Allemagne et tout ça, tout ça. Tu n'investis pas dans la santé, ton budget de 255 milliards. Je ne prends ton budget est de 255 milliards seulement, dont moins de 4% du budget prévu, alors qu'on dit c'est 10 à 15%. Et tu fuis, comme Louis XVI, tu te retrouves à Varennes, enfin, à Genève, pardon, selon Vandaiolo, et tu es tranquille, c'est-à-dire, non, ça finit comme Louis XVI, c'est-à-dire, il n'y a pas de génération spontanée, il y a ce qu'on appelle en histoire, et même en politique, ou en tout cas, dans ce paradigme-là, en société, il y a ce qu'on appelle le phénomène dynamique. Allez demander au professeur Bouin-Babon, il vous en parlera. La retranscription de ce qui s'est passé avant à aujourd'hui. Il n'y a pas de génération spontanée. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qui est arrivé il y avant, avec les mêmes causes et les mêmes effets. Quelqu'un qui fuit et qui déserte comme ça va finir à la poubelle. Même mort, les Camerounais vont le décapiter parce qu'il déshonore. Ne regardez pas les freigneux qui le soutiennent encore parce qu'il est vivant. Les sardinards, comme vous les appelez, seront encore plus farouches contre Paul Biya s'il vient y tomber que ne le sont les adversaires de Paul Biya. La seule chose qui peut les maintenir un temps soit peu, c'est si le régime RDPC continue. Mais est-ce que vous voyez vraiment ce régime-là continuer? La force de Paul Biya, au moins, c'était que comme le RDPC est son enfant, il était le seul à pouvoir le tenir. Le seul qui les lie, c'est Paul Biya. Ces gens-là même ne s'aiment pas entre eux. Donc si ça n'implose pas et que la place est cédée à l'opposition, la vraie opposition, vous allez vous rendre compte que si ça implose et que la place est cédée à la vraie opposition, vous allez vous rendre compte que les biaïstes sont plus farouches envers Biya que nous-mêmes les adversaires de Paul Biya. C'est ça la réalité. Donc eux-mêmes vont le finir comme Louis XVI. Même le cadavre, ils vont décapiter. Ça, c'est la réalité. Donc, bref, j'ai fait ma petite parenthèse sur Louis XVI sans voir les commentaires. Je peux regarder ce que les uns et les autres ont écrit. J'espère que vous avez aimé le petit voyage qu'on a fait dans l'histoire des amis de la France, des amis de Paul Biya là. C'est-à-dire, alors les Français sont un peu plus sur lesquels on peut s'appuyer pour reprendre notre liberté. C'est pas Grand Barra qui a fait cette chanson. Quelqu'un l'a écrit après pour s'en servir au bon moment. Non. Remettez à Grand Barak son mérite. C'est le plus grand analyste politique de l'histoire du Cameroun. Il a su, c'est-à-dire, il a su que Paul Biya allait se retrouver dans les bruits. Il a dit à Paul Biya, rentre à la maison. Vandaiolo maintenant est, comment dire, dos au mur. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il a déjà menti sous toutes ses formes, mais ça ne passe pas. Au contraire, voilà, son communiqué n'a même pas eu l'écho qu'il a publié sur sa page Facebook là. Ça n'a même pas eu l'écho. Les gens ont regardé, les gens ont dit c'est pour toi là-bas mon ami. La question reste intacte. Où est Paul Biya? Bon, on sait où il est. C'est un secret de Polichinelle. On vous dit où il est, vous croyez en Vandaiolo. On vous dit qu'il est malade, vous croyez il est à Genève, il travaille. Quel travail? Oh là là. Quel travail. Bon, dites-moi en tout cas si vous avez aimé, sur le profil, c'est Paul Atanganji, chef. C'est Joseph Vest, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale et criminelle à ses heures perdues, bandit, triple repris de justice enfermé, homme sans intelligence n'ayant rien à faire en tant que ministre d'une d'une administration comme l'administration camerounaise. Donc, bref. Voilà. Avant de conclure ce petit live, ce n'était pas vraiment un petit live, je vais parler des activistes de la diaspora, entre autres. Mais avant, je vais voir si... je vais quand même lire vos commentaires. Je vais voir si je ne vous ai pas trop ennuyé avec ma parenthèse sur Louis XVI. Il m'a dit, on a adoré Molinex. Que du bonheur à tes côtés à chaque fois, Wilfried. Une question. On regardera les questions plus tard. Donc, merci pour ton courage, pour la force que tu donnes aux jeunes. Oui, je parlerai des activistes de la diaspora tout à l'heure. Je pense qu'il y en a qui m'écoutent et je pense que ça va me donner... je vais vous raconter encore une petite histoire à ce sujet, une sorte d'encouragement. Bon,
avouez quand même que la partie que vous avez préférée le plus ici, c'est celle où nous avons parlé des femmes et des formes et des rondeurs et tout ça, tout ça. C'est là où on a connu un pic de fréquentation, à dire, donc, que retenir d'objectif du vieux papa Paul? Bah, la médiocrité, rien. La médiocrité, la médiocrité, le néant absolu, la fainéantise, le vol, la fuite. C'est-à-dire, c'est le lui 16 local, incapable d'affronter les difficultés de son pays. Il veut fuir, il veut partir. Je voulais féliciter les activistes de la diaspora pour ce qu'elles et ils font, c'est-à-dire pour le bien du peuple camerounais, du fait que ils endurent les insultes. Bon, c'est vrai que ces gens-là souffrent parfois du fait que ils se retrouvent dans des guerres bizarres, dans des guerres d'ego, dans des guerres. Pourquoi je ne me retrouve jamais dans vos chamailles ou ce genre de choses? C'est pas un site de rencontre. TikTok, parler en mal de moi, parler, je m'en fous. Personne ne donne l'oxygène de vie à quelqu'un ici. C'est-à-dire, quelqu'un veut prendre le leadership, quelqu'un parle mal de tel, et alors, on va t'aimer, tout le monde va t'aimer parce que tu es qui? Est-ce que même Dieu t'a dit que tout le monde l'aimait? On n'aime pas tout le monde, il y a des gens qui il y a des gens, tu fais le même combat, mais ils te détestent, ils parlent mal, mais tu t'en fous, tu continues. Tant que vous faites la même chose et tu continues, tu t'en fous. Les biaïstes se détestent entre eux, mais sont contre l'opposition pour les beaux yeux de Paul Biya. Donc, tout simplement. Et, monsieur, est-ce que je peux être certain d'un changement de la politique en 2025? Bon, ça c'est des fausses questions, cher ami, avec tout le respect. Les questions sont abstraites, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu peux être certain d'un changement de politique en 2025? C'est très abstrait. C'est très, très abstrait. C'est... En tout cas, je répondrai aux trucs. Je répondrai aux questions peut-être un peu plus tard. Ou une autre fois, j'ai quand même le live court depuis 23 heures. Hein. Ça fait 5 heures de live, on est en 5 heures de live. J'espère que vous avez... Enfin, j'espère que vous avez... ceux qui ont demandé comment on fait pour obtenir le livre, j'espère que vous avez pris le soin, ou que vous rappelez, que vous avez pris le soin de m'écrire dans la messagerie WhatsApp. Il y a trop de léthargie dans notre peuple camerounais, je l'ai constaté. Vous suivez beaucoup, vous agissez peu, vous pouvez être 400, 500 à nous suivre. Quand on dit allez prendre le livre, après que vous-même vous avez demandé, on est étonné de voir que tout le monde est aux abonnés absents. C'est un peu curieux. Donc pour ceux qui veulent le livre, je le répète encore, vous le trouvez dans ma... vous m'écrivez dans ma messagerie. Le livre, il y a 20 €. Enfin, j'ai 2 livres. Donc à vous de choisir l'un, l'autre ou les deux. Vous m'écrivez dans ma messagerie TikTok là. Je vais vous répondre dès que cela est fini. N'oubliez pas, si vous y avez pensé, n'oubliez pas, je suis disponible, je vais vous répondre. Donc voilà, et si vous avez aimé, comme vous dites, tout ce que je vous raconte, sachez qu'il y a encore de plus belles histoires dans ce livre-là. Donc, où est-ce qu'on en était? Je disais que les activistes, bon, même si ils gaspillent beaucoup d'énergie sur des guerres absurdes de personnes, comme si on était sur un site de rencontre où il faut se faire aimer de tout le monde. Ah, tel a parlé mal de moi, tel m'a descendu du panel, ah, tel m'a... Mais on s'en fout de ça, on t'a descendu, on t'a insulté, et alors on insulte tout le monde, tout le monde. Dire, c'est même là où tu testes ta force et ta capacité de continuer à rester focus sur les sujets principaux. Quelqu'un dit quelque part, Wilfried, on t'a surpris, c'est-à-dire, on a une vidéo de toi, une vidéo qui prouve que tu es homosexuel et que, ah, le père, c'est peut-être vrai. Comme c'est même vrai là, demande alors à ta femme de venir passer la soirée avec moi. Comme je suis homosexuel, elle ne risque rien, donc voilà. C'est simple. Si lui-même n'arrive pas à te laisser sa femme, c'est que lui-même ne croit pas en sa rumeur. Et tu passes à autre chose, c'est tout. Maintenant, chaque fois qu'il racontera que tu es homosexuel, on se souviendra qu'il a eu l'occasion de le prouver, il n'a pas eu le courage. Si quelqu'un croit que tu es homosexuel, il n'a aucun mal à te laisser sa femme. Parce qu'il sait que, elle est avec une autre fille, donc elle ne risque rien. Tout simplement, parfois faut pas compliquer quand on peut faire simple. Faut pas faire comme le régime de Biyaki, alors qu'il a la possibilité de nous envoyer une vidéo de Paul Biya vivant bien portant, pond des communiqués, des interdictions, des machins, soi-disant pour nous prouver que Paul Biya est bien portant, alors que tout ça prouve que Paul Biya est à l'article de la mort. Actuellement, très malade, très atteint, très affaibli, incapable. C'est la pluie, mais vous avez sous-estimé la pluie de Paris, hein. La pluie l'a copieusement molesté. Vous avez sous-estimé les 11 heures de voyage pour Pékin. Vous avez sous-estimé les 20 minutes de discours à 92 ans. Il a voulu nous montrer, il a voulu engager une histoire qui maintenant est en train de le dépasser. Quand on lui parle, il dit que oh, je maîtrise. On en est ici.
Donc il est important que les... Joshua, tu savais pas qu'Atanganja a fait la prison? Mince, comment c'est possible? C'est-à-dire, c'est... 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 C'est incroyable. Donc, oui, oui, oui. Une t'avait dit que tu lui as dit que c'est ton problème. Bah oui, tout simplement. Elle m'a vu sur Tinder. Et alors, Tinder, c'est légal, non? Peut-être que j'étais en manque, je cherchais voilà. Je cherchais à me ressourcer, j'étais en manque, donc j'ai commencé à consulter Tinder et peut-être que j'ai arrêté d'être sur Tinder parce que j'ai trouvé ma part là-bas. Pourquoi passer le temps à nier, à démentir? Vous avez des comptes à rendre à qui? Mince. C'est-à-dire, je suis le plus grand consulteur de sites porno de ma famille. Donc maintenant que j'ai dit ça, que la personne qui n'est pas contente vienne m'enlever l'oxygène que je respire ou se déconnecte du live. Comme ça, vous expérimentez le fait que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. La Terre va continuer de tourner, le jour va continuer à se lever. Si vous avez de nouveaux sites à me suggérer là, quand vous allez commander le livre, écrivez écrivez en bas qu'il faut jamais un lien pour les sites spirituels là, voilà. J'ai un autre lien, envoie le lien ici, ça va être très intéressant. On peut guetter quelques petites pichenettes dedans là qui peuvent énormément servir à l'avenir. Donc, ou les jeux, les saints, gardez-vous une belle image auprès de qui votre vie dépend de qui détient votre souffle de vie au point où vous voulez que tout le monde pense en bien de vous, que tout le monde vous aime. C'est pour qui se passe quoi? Ça va augmenter vos jours sur Terre. Les gens qu'on déteste vivent même longtemps. Donc, c'est terrible. Bon, alors, mon message de remerciement à la diaspora, aux activistes de la diaspora, c'est sur cette maladie de Paul Biya, c'est la diaspora, c'est les activistes qui ont fait ça. La pression mise, entre autres, par, en tout cas par tous les mots, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient c'est les bousculades là. C'est-à-dire, même ceux qui se réclament je pense que la vidéo, on nous dit que la vidéo de la femme qui dit que Paul Biya has died a été diffusée par des soutiens de ceux qui font la guerre au Nozo là-bas. Bon, nous, on ne soutient pas le Nozo ou la sécession. Ce que je veux dire, c'est que cette vidéo a réussi à les bousculer. C'est même là qu'ils ont fait le communiqué. De la même manière que les activistes de la diaspora, de leur côté, ont continué à clamer que Paul Biya est gravement malade et est hospitalisé. Ils n'ont pas lâché prise, ils ont continué à en parler. C'est ça qu'il faut faire. Il faut bousculer, il faut aller manifester, c'est le travail des activistes. Nous, les partis politiques sont liés par, justement, l'éthique politique. Mais un activiste a le choix de ses méthodes. Et les activistes ne sont pas pires que les assassins de Yaoundé. C'est-à-dire, eux, ils sont au même rang que les Ambazoniens. Les Atangajig, ils font la même chose que les Ambazoniens. C'est des assassins, c'est des tueurs de masse. Paul Biya, c'est un criminel de guerre, mais terrible. C'est-à-dire, lui, c'est la CPI normalement, s'il n'était pas protégé par Emmanuel Macron. Les activistes de la diaspora sont des citoyens, par contre, eux, ils sont des citoyens, je ne parle pas des Ambazoniens. Je dis, eux, ils sont des citoyens qui, parce que ils constatent que les partis politiques ont du mal à se faire entendre, utilisent leur méthode à eux pour davantage se faire entendre. Et dans l'histoire, c'est l'histoire qui dit, hein, les faits, le passé a montré que ça a fonctionné. La voie politique est souvent plus lente, mais plus mature, elle permet d'accéder à un moment donné à ce qu'on a voulu et aux hautes fonctions de la République, mais c'est très lent. Ça peut durer 2 générations, voire 2 siècles. La voix des activistes, en général, n'atteint jamais 50 ans. C'est-à-dire, on finit toujours par faire bouger les lignes en moins de 50 ans, parfois en moins de 50 jours, parfois en moins de 50 minutes. Et ce sont les actions de la diaspora et tout le mouvement et, le bruit qu'ils ont fait, qui mettent actuellement Vondoyolo et qu'on sort mal à l'aise. Vous avez vu sur le dossier de la maladie de Paul Biya, Moros Kamto est très calme. Il attend patiemment que la goutte d'eau déborde le vase et il convoquera à nouveau la vacance du pouvoir parce qu'à un moment donné, ça doit finir. On doit voir Paul Biya mort ou vif. Il faut qu'on le voit, sinon Clément Atangana sera mis sous pression et devra convoquer la vacance du pouvoir. Et si Paul Biya ne vous est pas présenté en un seul morceau et bien portant dans les prochains jours, faites comme vous pouvez, exercez aussi votre part de pression avec avec vos moyens légaux, avec vos moyens de bord, vos moyens de pression sur Clément Atangana pour qu'il convoque la vacance du pouvoir parce que c'est la loi qui le dit.
Le président, même si on n'a pas fixé un délai clair, le président ne peut pas se permettre de disparaître comme ça des mois. Ça fait déjà un mois. Normalement, la vacance devrait déjà être convoquée. Les activistes peuvent commencer à le faire, hein, sans attendre une communication formelle d'un parti politique, que ce soit les Nietzsche, ou si la SIF nous surprend, ou Cabral, ou en tout cas Maurice Kamtoli, de toute façon, si ça continue, fera. Mais chaque Camerounais peut justement, dans la mesure du possible, mener ses revendications et dire qu'il faut convoquer la vacance du pouvoir parce qu'elle est de facto. Ceux qui vous prennent pour des illuminés, pour des sorciers, ça a toujours été comme ça. On a toujours pris ceux qui militaient pour les droits, on les a toujours pris pour des sorciers, on les a toujours pris pour des fous. Or, c'est eux qui faisaient bouger les lignes. Je m'étais intéressé au droit de vote en Europe. Vous savez que dans un pays comme l'Angleterre, le droit de vote de manière équitable entre les hommes et les femmes ne voit le jour qu'en 1928. C'est-à-dire 1928, dont il y a moins de 100 ans. Le droit de vote en Europe, ces pays soi-disant développés, voit le jour en moins de 100 ans. Comment ça s'est passé? C'était des activistes, enfin c'était des activistes pacifiques qui menaient des actions qui traînaient un peu, mais qui ont après été supplantés par des activistes un peu plus sportives, voilà, qui finalement ont produit des résultats. C'est le passé en Europe, c'est la réalité européenne. C'est par là que eux, ils sont passés pour arriver. Il y a quelque chose. Il y avait une femme qu'on appelait, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Millicent, je sais pas si c'est Millicent ou Millicent, bref, elle s'appelait un truc comme Millicent Garrett Fawcett. Elle est née à une époque où le corps de la femme appartenait au mari en fait. C'est-à-dire, c'était l'Angleterre victorienne. La reine Victoria était reine d'Angleterre, mais les femmes avaient toujours du mal à avoir des droits. Elles avaient les mêmes droits que les esclaves ou les gens du plus bas de l'échelle. Elles n'avaient pas le droit de parler sur la place publique, de parler politique. Ah, ça, c'était même interdit. Et quand elles se mariaient, elle était littéralement la propriété de son mari. Le vote était impossible. Et voilà. Il y a donc une femme, cette fameuse Millicent Garrett Fawcett, elle est née en 1858. Et elle est née dans cette époque-là où les femmes n'ont pas vraiment de droits. Elle s'est mariée, il y a un homme qui, à un moment donné, a fini par décéder, donc elle s'est retrouvée toute seule dans les années 70. Elle s'est retrouvée toute seule dans sa condition de veuve et tout, privée de droits. Et elle s'est dit, tant que les femmes vont accepter d'être injustement gouvernées, les femmes le seront éternellement. Donc c'est un peu une idée, bon elle ne l'a pas formulée comme ça, l'idée était mieux formulée par celle qui va suivre après, une certaine Emmeline Pankhurst. Mais je raconte cette histoire pour montrer un peu l'équilibre entre ceux qui manifestent sous les voies conventionnelles et ceux qui manifestent en faisant du désordre.